Tout à l'heure, je me suis promené. L'odeur de la campagne, de la forêt, je me posais justement là la question, est-ce que ça évoque les mêmes choses chez tout le monde? J'ai passé quelques années de ma vie comme enfant. Garçon de ferme. Ouais. Donc, j'avais la connaissance de tout ça. Naturellement, ça facilite si des décennies plus tard, vous faites un film qui se passe dans les mêmes conditions. Pas seulement ça facilite, mais ça inspire. Il était une fois en 1978, Tess, un film de Roman Polanski adapté d'un roman de Thomas Hardy. Dans le huis clos des préjugés de classe et des chemins creux de la campagne anglaise du 19e, Tess, la fille d'un paysan pauvre, va être victime d'une révélation sur l'identité de sa famille. Poussée par les siens, Tess fait connaissance de son présumé cousin, Alec, un nouveau riche dont la famille a racheté le titre de d'Urberville. Alec la harcèle et la viole. Dans la laiterie où elle travaille, Tess tombe amoureuse d'Angel, un fils de notable qui l'épouse. Lorsqu'elle lui confesse son histoire, il l'abandonne. Pour aider sa famille, elle accepte de devenir la maîtresse d'Alec. Elle le tue lorsqu'Angel revient. Ils prennent la fuite. Elle est arrêtée et sera pendue. Ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, dans beaucoup de livres de Hardy, c'est cette ironie de coïncidence, de hasard. Tout au début du film, le père de Tess croise le pasteur sur le cheval qui lui parle de ses ancêtres nobles. Good night, Ray. Good night, Sir John. Begging your pardon, sir. We met on this self-same road t'other day, and I said good night. And you replied, good night, Sir John. I may have. Did so again today. So I did. Now, why call me Sir John when I be playing Jack D'Urberfield the Ogler? Just a whim of mine. I'm Parson Tringham, by the way. I made a discovery about you while tracing some family trees for our new county history. I'm an antiquarian, you know. You, D'Urberfield, are directly descended from the knightly house of the D'Urbervilles. Did you really not know that? Never heard it before, sir. Et c'est ça qui bouleverse la vie de cette fille, que ce père ivrogne, tout d'un coup, décide de l'envoyer chez les d'Urberville ou chez les gens qu'il croit sont des d'Urberville. C'est le destin. Le destin. Et c'est pour ça d'ailleurs je choisis deux chemins qui se croisent tout au début. Roman Polanski tourne Tess en 78-79. Ce sont les années charnières de la fin du XXe siècle. La révolution industrielle jette ses derniers feux, le prolétariat d'usine décline et les avant-gardes s'éteignent. Un nouveau monde balbutie, celui de la révolution numérique, de l'environnement et de la mondialisation frénétique. Avec Internet qui s'invente, le monde va se mettre en réseau. Le pétrolier Amoco Cadix inaugure les grandes marées noires en souillant les côtes bretonnes. Et en 1979, l'accident de la centrale américaine de Three Mile Island matérialise le risque nucléaire. La même année, Margaret Thatcher inaugure la dérégulation libérale, elle fait école. Pour le communisme, c'est le début de la fin. Tandis qu'1,5 million de Vietnamiens réussissent à fuir le régime de Hanoï, la mobilisation de toutes les religions est devenue l'arme fatale des stratèges américains contre le communisme. Le succès dépassera toutes les espérances, avec à la clé regain d'intégrisme et de puritanisme. Quand tu as lu Tess, le livre, tu
Tu as compris pourquoi Roman s'était enthousiasmé pour cette histoire. Mais moi aussi. Et toi aussi, tu t'es... Ben oui. Ben, c'est un livre magnifique. Et puis le scénario, avec cette fille et Roman, pour lequel j'avais et j'ai encore beaucoup d'admiration comme metteur en scène. Je me rappelle que je venais des fois regarder le tournage. Ça, c'est sûr que c'est un très, très grand metteur en scène. Lorsque Roman Polanski s'engage dans Tess, c'est un cinéaste de la nouvelle vague polonaise des années 60 qui, depuis son premier long métrage, Le couteau dans l'eau, s'est imposé dans tous les festivals et surtout à Hollywood avec Rosemary's Baby et Chinatown. Mais Tess, c'était un coup de foudre, une passion, quoi. Roman était là, il arrivait d'Hollywood. Et il aurait dit je veux faire Anna Karenine, on faisait Anna Karenine, quoi. Il n'y a pas eu de calcul là chez Claude. Il avait envie de produire Roman. Voilà. Et la star, c'était Roman. Et la star, c'était Roman. Alors après, bien sûr, il y avait Tess et le sujet convenait, bien sûr. Non, mais ce qui était formidable, qui nous a permis de vraiment d'atteindre le maximum d'authenticité d'époque, était cette équipe fantastique qui était comme un cirque ambulant où on parfois changeait de décor 2 fois, 3 fois par jour, pratiquement chaque jour. C'était magnifique. Tout ça s'est passé dans cette espèce d'atmosphère d'été. Ce n'était pas une expérience ordinaire pour la plupart des équipes. Ce n'était pas le genre de film qu'on tournait beaucoup. Ils sentaient quelque chose de spécial dans la dimension du film, dans l'approche. Il y avait énormément d'enthousiasme et les gens étaient vraiment prêts à tout, quoi. Tu as vu l'occasion de faire finalement un film international. C'est ça. Mais comme j'avais produit Zidi et des choses comme ça, on me prenait pour un con. Jusqu'au jour où il y a eu Tess. Et malgré tout, j'avais fait au moins 2 chefs-d'œuvre. Claude Berry n'est pas le seul à s'engager dans les grandes productions. Au Festival de Cannes 79, près de la moitié des films présentés en sélection officielle sont en costume, dont la plupart adaptés de grands classiques de la littérature qui explorent les filiations et les identités. Car à la fin des années 70, se développent toutes les formes d'individualisme et d'épanouissement, tandis que s'effondrent les grandes aventures collectives qui structuraient la civilisation rurale et la société industrielle. Tess est alors le film le plus cher jamais réalisé en France. Ce sera aussi le tournage le plus long, cumulant le plus grand nombre de décors extérieurs. Lorsque le tournage commence, le 31 juillet 1978, aucun accord de coproduction n'a encore été trouvé avec les Américains. Claude Berry sera contraint d'hypothéquer ses biens. C'était une grande production, par son déploiement, par son prix de revient, et en même temps, c'est un film intimiste. Et alors, pourquoi c'est une grosse production et que c'est un film intimiste? Ça, c'est intéressant. C'est parce que c'est la démarche idéale. C'est-à-dire laisser au metteur en scène le temps de faire les choses. Vous vous souvenez, l'ouverture du film, il y a ces jeunes filles qui dansent, n'est-ce pas? Et elles dansent, c'était inscrit dans le scénario, et elles dansent à la fin du jour. Mais je pensais que la séquence se terminait à la fin du jour, ce qu'on appelle dans le cinéma entre le chien et loup. C'est entre le chien et loup, on tourne 1 plan, 2 plans. Et là, Roman a fait toute sa séquence à la tombée du jour. Et donc, déjà, la première semaine, on avait du retard. Donc, d'annoncer ça à Claude, c'était difficile. Il a été exceptionnel parce qu'il l'a laissé faire, il l'a estimé, il l'admirait. Il n'a jamais montré son angoisse, son inquiétude. Et vraiment, non, il faut être passionné pour faire ça. C'est plus du business, ça, c'est autre chose, c'est de la passion. Vous avez dit, dès que j'ai lu Tess, j'ai vu des tas de points communs entre Tess et moi. Yes, because she was so young, Tess, in the film, and I was too.
and she had to. Many serious and painful things happened to her, and to her life at a young age, and me too. So I could very much relate to Tess. Of course, I was in love with Tess. I was in love with the book. Ce livre, c'est Sharon Tate, la jeune épouse de Roman Polanski, qui le lit et qui s'enthousiasme pour le personnage féminin. Quand en août 69, elle quitte leur appartement londonien pour aller accoucher de leur fils à Los Angeles, elle laisse à Roman ce classique de la littérature anglaise. Quelques jours plus tard, la jeune femme et l'enfant qu'elle porte sont assassinés avec 3 autres personnes par une secte hippie. Roman est violemment pris à partie par des organes de presse américains qui mettent en cause sa liberté de mœurs. Puis il tourne en Grande-Bretagne, en Italie, à Hollywood et à Paris en 1976. À Munich, la même année, il rencontre Nastasia Kinski. Elle a une quinzaine d'années. Elle a été découverte par Wim Wenders. Nastasia a les traits de Tess. I would rather take it from my own hand. Don't be so coy, my pretty cousin. There. Come, this one too. It's the perfect place. Believe me. You'll look a regular Percy. What's the matter? A thorn. Ah, cousin. Beauty has its price. Roman, il était minuit, il ouvre la porte, il était avec Nastasia. À minuit, Ah. vous avez... Bah écoute, d'une beauté à tomber à la renverse. C'était Tess. She was Tess. Yeah. She has an extraordinary beauty. There is a scene in Tess where she's crying and scraping the cream off the milk. I mean, she is just quite incredible. The sort of luminosity of her skin and these wonderful lips. She was magnificent in the film. I don't think she was sick for one day. She always knew her lines. She was... Tous les jours, hein? Every day. Il n'y a pas eu un jour de tournage. Every day. She was quite extraordinary. I think that her great gift was an instinctive intelligence, an intelligence that came not from the head but from the heart. And so she could, in the most extraordinary way, because as I say, she was only 17 when she started shooting the film. And it seemed to me that she could not just understand, but also interpret situations that she could have had no experience of in real life. But she understood the situation from here, and she was able to interpret that. Vous aussi, vous avez eu une année 77 un peu difficile. Vous n'avez pas fait quelques jours de prison? Oui, yes. I had a difficult time because we had nothing. And so I took things from the store. I was a child, like 10, 11, 12 still. And I took them home because I felt like I was the provider. And of course, I was a minor. And my mother got many letters, and I thought at the same time I started working. So I thought, okay, I'm gonna start working. It's gonna be okay. But it wasn't okay. Forget. Yeah, but they didn't forget it, and so they picked me up from the airport, and they said, "Are you Nastasia?" Huh? And I said yes, and they said, "You have to come with us," and they took me to a youth jail. I didn't know the law, but I knew they said a few months, I don't remember, I have to stay there. But because I knew I didn't do anything terrible, it was okay. Of course, it was strict and it was a little scary, but I knew I would get out, and I did. And that's when I started really my own life at 16. She gave Roman
exactly what he asked for. You know, he would say, I would like you to say it like this or behave like to do this and this and this. And she did precisely that, absolutely, you know, like that. And I realized that one of her gifts as an actress is that she is a perfect director's tool. At that moment, it was a timing, and it was a connection, and it was a empathy, a serious recognizing in each other something true, something real, something important for this time, and that incredible moment, which was a very difficult moment. Tess marche dans un monde qui a disparu dans la campagne d'avant le remembrement. Ce monde n'existe plus depuis le 19e siècle en Angleterre, mais en France, il a disparu beaucoup plus tard, entre 1960 et 1980. En une génération, les campagnes françaises vont à la fois se vider et se moderniser. En 1962, l'année de la création de la politique agricole commune, il y a encore 4 millions d'agriculteurs en France. En 1980, ils sont moitié moins. Depuis, ce chiffre a encore été divisé par 3. En même temps, l'agriculture française est devenue l'une des plus performantes au monde. C'est au moment où meurt la civilisation paysanne que les campagnes se chargent d'un attrait nouveau. Ce sont les années du retour à la nature, des communautés, de la défense de l'environnement et du paysage. Au cinéma, plusieurs longs métrages contemporains de Tess célèbrent cette société d'autrefois. Les Journées du patrimoine voient le jour en 1980. Elles connaissent d'emblée une audience exceptionnelle. Le mode de vie paysan et les machines agricoles entrent dans les musées. Il y a un acteur qui coûte très très cher dans le film, c'est le paysage justement, parce qu'il faut le recréer. C'est ça qui coûte cher. Oui, bah oui, ce qui coûte cher, c'est de refaire le Dorset de l'époque de Thomas Hardy. De refaire en la France. campagne du 19e. C'est une campagne qui n'existe pas. On a refait des moissons, on a amené une batteuse, moissonneuse, donc les gens se... Mais les gens se sont... Je me souviens, les gens qui travaillaient sur la moissonneuse-batteuse, qui s'est remis en marche avec cette petite locomotive, enfin, cette petite traction à vapeur que vous avez vue dans le film, ils s'y sont mis très très rapidement, hein. Il n'y a pas eu des masses de répétitions, les gestes, les mouvements sont revenus chez ces gens-là. Ils avaient connu ça enfant, peut-être. Mais je me souviens, quand on a commencé à préparer les films, j'ai dit il faut les chants aussi. On ne peut pas avoir les chants avec le blé tout bas et tout uniforme. C'était très facile, les gens adoraient ça. On a choisi les chants, on a demandé de faire les chants à l'ancienne, et de ne pas les couper. Et ils nous ont fait tout ça. En quelques mois, quand on est arrivé au mois d'août, septembre, on avait tout ce qu'on a voulu. Vous vous rappelez, dans Tess, il y a une scène où les filles se couchent, elles vont dormir, et je voulais suivre Hardy dans la description de cette atmosphère du dortoir de filles et des bruits de la campagne. Et je voulais descendre dans la pièce où sont les fromages. Et je me rappelais comment on faisait les fromages. Les fromages se faisaient dans des sacs. Vous savez, c'est un sac comme ça, en forme de cœur. Comme ça. Pour égoutter. Oui, dans lequel on met le lait et les cahiers. Toute une pièce comme ça des différents fromages et le bruit de cette goutte qui tombe. Là, il y a un panoramique là-dessus et tout ça, ça passe dans une nuit. Et puis le fils s'endort, on entend ces bruits. Bon, l'accessoiriste me dit, Roman, on a du mal avec ces trucs, les fromages. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On n'arrive pas à obtenir ces gouttes régulières là. Mais on a tout essayé. On a essayé des sciures, on a mélangé les sciures avec du plâtre.
pour mettre dans ce sac. On a même essayé du sable, on a eu du mal à... Je dis, vous avez essayé du lait caillé? Il dit, non, on n'a pas essayé du lait caillé. Vous voyez, on était dans une ferme où il y avait 80 vaches de l'autre côté dans l'étable moderne. Et je connaissais tout le travail de fermiers ou de paysans par cœur. Donc il y avait un côté nostalgique dans tout ça. Working on the field and working on the machinery, all that was, it was so cold.